écoutez, je vois que effectivement nous avons quelques personnes connectées qu'on connaît bien, qui font partie de la communauté ActineVision, on va dire. Écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à tous dans ce live organisé et animé par ActineVision, donc sur Snowflake Intelligence, de la donnée à l'agent IA. Pour vous accompagner et m'accompagner sur ce live aujourd'hui, vous retrouverez Alexandre Tricot. Bonjour Alexandre. Co-founder et directeur technique d'ActineVision. Nous avons également Louis, qui est consultant ActineVision et expert Snowflake. Bonjour à tous. Et bonjour Louis. Et donc me concernant, je suis plutôt en charge de la partie commerciale. Donc je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, hein. Je vais surtout laisser la parole à Alexandre et Louis très rapidement. Euh, donc l'agenda du jour. Tout simplement un petit rappel quand même de qui nous sommes, même si je pense que les personnes connectées nous connaissent très bien. Donc ce sera très très rapide. L'idée étant de vite rentrer dans le vif du sujet, donc Snowflake Intelligence et plus particulièrement les agents Cortex, pardon, avec une explication, on va dire, des concepts clés. Et suivra une démo live animée et préparée par Louis. On pourra également vous faire quelques conseils, quelques retours concernant voilà, notre démo et notre usage de Snowflake Cortex. Euh, Questions-réponses à la fin, mais bien évidemment, on est vigilant avec Thomas sur le chat. Donc, vous pouvez tout à fait poser vos questions au fur et à mesure. Et soit, en fonction de la question, on la prendra directement, soit sinon, on gardera du temps à la fin. Bien évidemment, ce live est enregistré, donc on pourra vous donner accès au replay si vous souhaitez le revoir, voilà, ou le repartager bien sûr à d'autres personnes de votre réseau. Voilà, et puis Thomas est donc présent, hein, sur le chat pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. ActineVision. Très rapidement, nous sommes une agence spécialisée dans la data, experte de la data, et donc on accompagne nos clients, les organisations de manière générale, sur tout le cycle de valeur de la donnée pour tout simplement permettre de prendre des décisions éclairées, stratégiques, impactantes. Euh, Quelques chiffres concernant ActineVision. Tu peux passer à la slide Oui, pardon. suivante. On est donc actuellement quatre agences, le siège étant à Strasbourg, et ensuite une agence à Paris, à Lyon et à Montréal. On est actuellement plus de 120 collaborateurs. Euh, et donc ensuite, je vais vous parler de nos domaines d'expertise. Donc chez ActineVision, on a vraiment organisé, on va dire, nos activités en 5 domaines d'expertise pour rendre la chose aussi simple et compréhensible auprès de nos clients. Euh, Au milieu, la chaîne de valeur de la donnée. Donc, on adresse vraiment toutes ces étapes avec la partie data platform, stockage, architecture, la partie data engineering, préparation de données, la partie data analytics, donc le bout de la chaîne avec la partie data vise, et tout ce qui est dashboarding. Aujourd'hui, avec Snowflake Intelligence, on se retrouve quand même principalement sur la data platform et aussi le data engineering. Euh, donc c'est sur ces domaines-là qu'on va échanger aujourd'hui. Et puis on a 2 domaines transverses, data engage. Donc ça c'est pour toute la partie stratégique et gouvernance autour de la donnée, également l'animation de communauté et la communication autour de la data. Et la data académique est notre dernier domaine d'expertise, puisqu'il s'agit ici de tout ce qui est montée en compétences, formation, euh, voilà, des utilisateurs sur les différentes technologies sur lesquelles nous travaillons. Sur la slide suivante, on parle de nos
partenaires stratégiques. On retrouve bien évidemment Snowflake qui est l'objet de notre live du jour. Et on travaille avec d'autres partenaires qui permettent voilà, de mettre en place des plateformes data complètes et d'adresser toutes les étapes de la chaîne de valeur de la donnée. Donc, je suis certain que vous retrouvez ici des partenaires que vous connaissez très bien, que vous utilisez probablement chez vous. Voilà, je vais m'arrêter là sur la présentation d'ActiveVision et on va rentrer dans ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Louis et Alexandre, donc qui prennent le relais à partir de maintenant. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Vincent. Donc ce slide va rappeler un petit peu quelles sont les possibilités offertes justement par Snowflake. Donc sur la partie de gauche, on va retrouver des données qui sont donc gouvernées, qui sont donc stockées directement dans Snowflake, mais également des données qui peuvent être non structurées. Et ça va être un petit peu l'objet de la démonstration. Ce sera de vous montrer justement les deux cas d'usage, de pouvoir mettre en corrélation des données structurées et non structurées. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui va être la sécurité est géré puisque les données sont dans Snowflake directement par rapport aux rôles qui sont présents, ainsi que tout ce qui est politique d'accès, etc., que l'on connaît bien côté Snowflake. À partir de là, on aura une deuxième brique qui sera la partie justement process, j'ai envie de dire. Généralement, les données structurées, ben, on va les interroger en SQL. On fera des pipelines pour améliorer la donnée, pour l'enrichir, faire de l'observabilité, etc., etc. Et sur la partie de base, sur les données qui sont donc non structurées, ben, on va extraire aussi un certain nombre d'informations par rapport à ces types de données. C'est ce qu'on montrera également dans la démonstration, en tout cas, que l'on va vous présenter. Et une fois que c'est fait, qu'on a donc cette première brique de process, enfin cette deuxième plutôt, on va utiliser deux outils qui sont mis à disposition. Le premier qui s'appelle Cortex Analyst et qui va permettre tout simplement de faire du texte en SQL, de créer ce qu'on appelle des semantic views qui vont nous permettre donc d'interroger la donnée en langage naturel. Et là, on va vraiment trouver toute la richesse liée à Snowflake, notamment via sa simplicité de mise en place. Sur la partie du bas, pour les données non structurées, on aura ce qu'on appelle Cortex Search, qui va permettre d'avoir un moteur hybride, que ce soit de vectorisation de mots-clés qui va être généré par Snowflake, pour directement interroger à un moment donné aussi toute la richesse que l'on peut avoir dans ce type de données. Et enfin, on va avoir sur la partie de droite la partie Cortex Agent, qui va être une sorte d'orchestrateur que l'on va définir en lui donnant tout simplement aussi un certain nombre de règles, d'instructions pour dire quoi analyser, quand analyser par rapport aux outils que l'on va mettre à disposition. Et on va permettre comme ça d'avoir aussi une brique de monitoring liée à l'agent que l'on va mettre en place. Et enfin, sur la partie de droite, ce seront plus les applications qui vont consommer cet agent ou ces agents que l'on va créer pour justement en tirer de la valeur et mettre en place un certain nombre d'actions liées justement aux données enfin aux données, on va dire au résultat qui sera appliqué. Et donc tu peux passer à la suite. Et donc la démonstration que va nous présenter Louis, ça va être à partir des données locatives, de pouvoir interroger justement la partie de via un agent, de pouvoir interroger ces données locatives et de répondre à des questions de type est-ce que mes locataires sont des bons payeurs, pas des bons payeurs, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux relancer, etc., etc. On a Ouais, déjà une Vincent? question, dans le chat. Je ne sais pas si on les prend avant de démarrer parce que je pense que c'est des questions plus sur la partie, on va dire, conceptuelle de Cortex. Donc, il y en a trois d'Antoine. Comment automatiser la pipeline des documents non structurés? Exemple, documents sur SharePoint et sur un portail à mettre dans Cortex Search. Ouais, alors ces documents que l'on a à disposition, typiquement ce que l'on peut faire, c'est on a différents outils que l'on peut mettre à disposition. En fait, moi, ce que je ferais, c'est les documents qui sont donc dans SharePoint ou autre, je les positionnerai peut-être dans un stage. Il y en a certains que je positionnerai dedans pour derrière pouvoir commencer à consommer, j'ai envie de dire, ces données via Cortex Search, puisqu'il y a un certain nombre d'actions
que je devrais mettre à disposition. Donc ça, c'est si on n'a pas de connecteurs natifs qui peuvent pointer. Sur la partie des données qui peuvent être non structurées de type PDF que l'on peut avoir qui se situent ailleurs, ouais, moi je les mettrais plus dans un stage. Sur la deuxième question, Cortex Analyst plutôt sémantique modèle ou sémantique vue, la tendance est plus de passer sur une sémantique vue. Pourquoi? On va le voir un peu dans la démonstration, mais c'est un petit peu, je pense, l'avenir en tout cas de Cortex Analyst, puisque ça nous ouvre pas mal de cas d'usage, mais je ne vais pas en dire trop parce qu'on va le voir un peu après. Et enfin, les agents, quelle ségrégation, organisation des agents? Ouais, donc ça, il faudra plus répondre, je pense, en dehors en tout cas là-dessus. Je te laisse la main, Louis. Ouais, merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'architecture, comment on a construit notre agent. Donc, on va voir qu'on va prendre deux types de données. Donc, une partie donc, en bas qui va être la donnée structurée. Donc, ça va être en fait des fichiers Excel qu'on a chargés donc, dans Snowflake pour créer notre base de données. Donc, cette partie-là, après, va être utilisée par Cortex Analyst et évidemment la Semantic View. Parce qu'en fait, comme Alexandre l'a dit précédemment, Cortex Analyst traduit les données en SQL, donc interroge les tables avec des données structurées. Et donc toute la partie document PDF donc, qui est au-dessus, donc qui sont des données non structurées, on va devoir donc les injecter avec des stages, utiliser plusieurs fonctions, donc avec les parse documents et AI extract, pour pouvoir justement les structurer, faire des fichiers qui vont pouvoir être lisibles, et derrière Cortex Search pourra les utiliser. Et ces deux parties-là vont nous permettre d'avoir notre agent qui s'appelle location assistant. Et derrière, on pourra utiliser donc Snowflake Intelligence et avoir aussi, évidemment, après pour la démo, on a fait un petit résumé par mail. Donc je vais passer directement sur Snowflake. Donc comme vous pouvez le voir, on a différentes tables. Est-ce que tu peux résumer un peu parce qu'on voit Ah, pardon. pas forcément très très bien. Est-ce que c'est Yes. mieux maintenant? Ouais, c'est mieux. Donc, comme vous pouvez voir, on a plusieurs tables. Donc bien, documents, contrats, incidents, des choses comme ça. Donc j'ai des petites requêtes assez simples pour vous montrer un peu le type de données qu'on a. Je pense que c'est pour parler. Donc dans la table bien, donc ça va être différence, le type de bien, donc appartement, studio, des maisons, les villes, des loyers et savoir si c'est loué ou si c'est disponible. Après, évidemment, on peut faire des données, des requêtes entre différentes tables, mais bon, ça, je vous apprends pas grand-chose. Évidemment, on va en prendre une autre qui marche tout de suite. Donc voilà, donc là on a lié les différentes adresses donc des appartements avec le coût et le nombre d'incidents qu'il y a eu sur les différents appartements. Donc ensuite, une fois qu'on a donc injecté ces données dans Snowflake, on avait parlé de la Semantic View. Donc la Semantic View, ce qui est intéressant de parler, c'est vraiment une table qui va récupérer tous nos besoins. Donc en fait, on va déclarer nos différentes tables avec plusieurs niveaux. Donc on va avoir le niveau dimension. Donc la partie dimension, c'est vraiment tout ce qui est partie descriptif. Donc, comme on peut le voir ici dans la table bien, ça va être tout ce qui va être adresse, bien ID. Donc évidemment, cette partie-là, on peut l'éditer et on peut, grâce à l'IA, générer des synonymes, des descriptions du bien, donc qui peut nous aider, nous faire gagner du temps, et qui peut aider aussi la partie métier pour Ouais, pouvoir mieux communiquer. Oui, donc là, on est d'accord. En fait, cet aspect-là, un peu de modèle sémantique, c'est ce que l'on fait généralement. On le déporte côté outil de visualisation. Mais là, vu qu'on va l'interroger depuis un agent, en effet, il vaut mieux le positionner côté Snowflake et avoir et documenter un maximum, en effet, les informations pour que l'agent comprenne bien, on va dire, les demandes ou les instructions qui peuvent lui être demandées. exactement. Donc là, après, on va avoir la partie fact. Donc ça va être vraiment la partie numérique. Donc ça va être le nombre de pièces. Ça va être vraiment, par contre, ce sont des valeurs qui sont non agrégées. Ça faut comprendre, donc ça va être la surface au mètre carré, des choses comme ça. Ensuite, la name filter, donc ça veut dire qu'on peut déclarer des filtres prédéfinis.
et on a la partie métrique qui va être aussi assez intéressante, qui va nous permettre là du coup de préparer des calculs qui va aider l'agent à pouvoir répondre aux besoins. Donc par exemple, ça va être le nombre de biens, la surface totale, des choses comme ça. Donc évidemment, ça paraît assez simple pour la partie biens, mais on peut aller plus loin sur les différentes tables. Et pour générer cette semantic view, ça se fait comment au final? C'est quelque chose qui est automatique, tu peux le coder, enfin, comment ça fonctionne? Alors ça se code évidemment. Donc je peux vous montrer une partie de ce code. Donc par exemple, on va générer, on va déclarer, comme vous voyez, donc les différents noms, donc bien, avec une description pour savoir à quoi correspond la table, où elle est située, et on déclare les différentes colonnes. Ensuite, on va pouvoir aussi mettre par exemple des synonymes qui vont nous aider d'un point de vue métier, qui va aussi aider l'agent. On peut mettre des sample values qui vont nous permettre aussi d'aiguiller toujours l'agent. Après, on a la partie fait, avec toujours une description, et c'est comme ça en fait qu'on construit au fur et à mesure à notre semantic view. Évidemment aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si par exemple on fait une modification sur la table, le modèle sémantique se met à jour automatiquement. Est-ce que juste là, ça va? Et donc après, cette semantic view, ça va se brancher donc avec notre Cortex Analyst. Et donc on peut revoir aussi sur le Cortex Analyst toute cette partie de logique, avec toutes les logiques de table, la logique des relations. Donc on peut Donc c'est voir ce un qu'on a rappel, j'ai envie de déclaré. dire, de ta semantic view que tu as créé au final. C'est à Exactement. l'intérieur de Cortex Analyst, tu références une semantic view. Exactement. Exactement. Et du coup, là, on déclare les liens entre les différentes tables pour que l'agent puisse faire ces liens quand il va requêter les données structurées entre les tables pour obtenir le meilleur résultat possible. Oui. Justement, ta semantic view, c'est quelque chose que l'on déporte, puisque ça, c'est des vrais sujets qu'on entend où est-ce que je positionne ce sémantique modèle au final. Est-ce que déjà, un, tu peux le requêter peut-être en SQL, et deux, si tu souhaites en servir dans des outils de type tableau, est-ce possible ou pas? Alors, tout à fait. Donc, je me remets sur le semantic view, pardon. Donc, on a en avant-première la partie download TDS file. Donc, c'est spécifique à Tableau, où on peut justement télécharger ce semantic view et du coup brancher directement Tableau dessus. Et comme vous voyez aussi, on peut faire une query SQL directement sur la partie sémantique view. Et la chose que j'aimerais ajouter aussi sur la partie Cortex, donc qui reprend vraiment la partie sémantique, c'est qu'on peut faire déclarer des verified query. Donc, à quoi ça sert? Ça permet d'aiguiller et d'améliorer donc la justesse donc de l'agent lorsqu'il va faire ses requêtes et chercher les bonnes données. Voilà. Donc après, donc pour la partie PDF, donc la partie de données non structurées, donc j'aimerais vous présenter deux fonctions qui sont assez importantes. Donc il y a la partie ASParse Document. Donc cette partie-là va commencer les fichiers PDF, ça va être un fichier binaire, donc Snowflake ne peut pas les lire. Et donc là, ça va nous aider à décoder ce fichier pour rendre en fait le texte lisible avec la mise en page. Et derrière, on fera appel à la fonction AI Extract qui va nous permettre cette fois-ci d'isoler les informations utiles et de pouvoir les mettre dans un fichier structuré. D'accord, donc première étape, tu extrais, on va dire, à partir du PDF qui est dans un stage, le document en tant que tel, le texte au final, Exactement. via cette fonction de AI parse document. Et deuxième étape ensuite, c'est de dire, OK, à partir de ce document, je souhaite récupérer un certain nombre d'informations, de métadonnées qui se trouvent dessus. Et ça, tu Exactement. utilises AI Extract pour le faire alors. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça nous permet à l'agent, donc comme on peut voir ici avec un data preview, de structurer donc, nos données. Ce qui va être très important pour l'agent. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a nos deux corps textes, on va pouvoir donc utiliser notre agent, donc location assistant. Donc on peut voir ici que pour notre agent, on a besoin de différentes étapes. Donc déjà évidemment Cortex et les deux différents corps textes. Ensuite, on va lui donner toute une série d'instructions
pour qu'il puisse nous répondre de la meilleure façon possible et de la façon dont on attend. Donc par exemple ici, ça va être une structure de données, enfin une structure de réponse avec une ou deux phrases, puis les détails. On utilise un tableau dès qu'on peut, avec des mentions claires, et ne pas, par exemple, de fournir de valeur sans pouvoir la justifier. Donc, il y a cette partie instruction et la partie orchestration, pardon, où là vraiment on lui donne toutes les différentes règles. Donc par exemple, on lui dit que c'est un expert, comme en fait on pourrait faire un prompt avec une IA classique, ChatGPT par exemple, où on peut donc évidemment lui dire que c'est un expert de la gestion locative. Pour toutes les questions, on va lui demander de s'appuyer sur la partie données location, donc ça va être sur l'argent Cortex Analyst. Et puis après, bon voilà, ne jamais inventer de valeur ou estimer toute information, lui expliquer qu'il doit faire des calculs différents et les justifier. Donc voilà, toute une série euh, d'informations, d'orchestration pour pouvoir avoir une réponse structurée et qui répond au mieux à nos besoins. Et donc là, on a ajouté un tool pour pouvoir faire justement cet envoi de mail. Et après, donc, avoir fait. Donc là, on va passer vraiment à la démonstration donc, du scénario pour essayer de comprendre un peu toutes nos données et à quel point ça peut être puissant. Hop. Donc par exemple, là, je vais demander quel est le profil financier de mes locataires pour essayer de comprendre mon parc immobilier et si je suis en danger. Donc là, on peut voir avec plusieurs détails les différentes questions qui se posent, les questions, la partie SQL qui va se poser. On y reviendra plus tard dans le détail. Donc là, c'est via au final l'orchestration qui va aussi aider ou accompagner dans qu'est-ce que je vais prendre comme outil, j'ai envie de dire, en fonction du contexte et des données qui sont passées en paramètres. Exactement. Et après aussi, on montrera, je vous montrerai aussi après rapidement, mais on peut passer donc par cette preview Snowflake Intelligence, qui peut être aussi très intéressante. Donc là, on peut voir qu'il a structuré avec un tableau, comme c'était dans les différentes instructions, avec toujours une petite résumé d'une ou deux phrases comme on a demandé. Et on peut voir qu'on a des alertes, des choses comme ça. Donc c'est quand même très intéressant, on a quand même beaucoup d'informations. Donc on va dire qu'on a des revenus élevés, des revenus moyens, des revenus plus modestes. Donc il nous a catégorisé nos différents locataires. On a des taux d'effort locatif, donc en fonction évidemment de leur salaire et la partie du loyer. On a des alertes financières. On a des performances et aucun impayé un jour. Donc voilà. Donc j'aimerais maintenant qu'on nous parle de plusieurs locataires. Moi j'aimerais connaître la situation d'un locataire en particulier. Donc peux-tu parler de la situation de Hugo? On a un locataire avec un impayé. D'accord, donc au final, tu poses une question un peu généraliste, après tu rentres un peu plus dans le détail, Ouais, en tout cas par exactement. rapport à ce que tu as comme premier retour. Exactement. En fait, on veut dans un premier temps être général pour un peu comprendre comment se passe notre parc immobilier. Et ensuite, on peut creuser pour savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose, pourquoi, par exemple, on en a payé, est-ce qu'on a déjà fait des actions, est-ce qu'on a déjà mené des actions, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et donc là, il va pouvoir nous conseiller, nous aiguiller aussi dans toute cette partie-là. On a une question d'Ophélie. Je pense que ça peut être pertinent peut-être de la poser maintenant. Est-ce que ce travail de catégorisation des locataires peut remplacer par exemple un clustering K-means ou alors vaut-il mieux faire celui-ci en amont et donner les clusters à l'agent? Non, alors moi, ce travail de catégorisation, je pense que ça peut le remplacer justement, parce qu'on a des fonctions maintenant qui sont mises à disposition dans Snowflake. Donc oui, moi, je remplacerai au final, parce que là, au final, ce groupement qu'on souhaite faire, on a également des fonctions maintenant dans Snowflake qui permettent de le faire. Donc moi, je laisserai Snowflake en vrai le faire.
via l'agent Cortex? Alors, il y a des fonctions, je vais te les passer, Ophélie, qui permettent de faire ça. Alors, les instructions, il faut les passer au niveau de la vue sémantique. Enfin, les instructions. Tu as ta vue sémantique, tu as ton agent, et les instructions, moi, je les donne au niveau de cet agent. Donc là, on peut voir que donc on peut demander par exemple, est-ce que Hugo a toujours payé son loyer? Son loyer, ou a-t-il reçu des relances Donc voilà. Donc quand on a creusé un peu, on peut comprendre que Hugo n'a pas toujours payé son loyer. Attends, je laisse finir. Donc on peut voir qu'il a pas payé son dernier loyer. Donc maintenant, est-ce qu'il y a eu des relances? Est-ce qu'on a fait des actions déjà? Donc on peut voir qu'il y a eu une relance par lettre. Donc il y a eu un document qui a été fait. Donc là, on peut voir qu'on a utilisé pas que les données SQL, mais aussi une partie des données qui étaient non structurées, donc des fichiers PDF. Et donc maintenant, on peut voir qu'il n'a pas payé au 10 mars. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on a une partie menace en cas de non-régularisation. Donc ça veut dire qu'on peut aider. Donc par exemple, on va demander, avant de faire toutes ces menaces, peut-on faire un mail? Peut-on peux-tu m'écrire un mail commun que je vais envoyer à Hugo et son garant pour régulariser la situation. Donc là, on lui demande, donc en fait, c'est vraiment comme un agent, donc il va nous écrire un mail. Ouais, donc là, au final, il a analysé les différentes données, que derrière, tu lui donnes une action supplémentaire, il va tout structurer pour envoyer le contenu et te faire gagner un peu de temps au final sur ce type d'éléments. Exactement, c'est un gain de temps considérable parce que comme on a pu voir un bilan global. Ensuite, on s'est intéressé en profondeur donc à Hugo, la situation d'Hugo. On a remarqué qu'il avait pas tout payé. Et du coup, en quelques questions, on arrive vite à gagner du temps plutôt qu'écrire un mail, chercher dans toutes nos données, essayer de comprendre. C'est vraiment une plus. Et donc là, on peut voir que il nous a écrit un mail en expliquant les états, l'historique, la régulation demandée, modalité de paiement, et les prochaines étapes si jamais ça se passe pas bien. Voilà. Et évidemment, il a cette partie un peu plus clémente en disant qu'il est disponible pour discuter. Et donc là, ce qui va être intéressant, ça veut dire, bah, envoie-moi ce mail. Comme ça, j'ai déjà mon mail préparé dans la boîte et j'ai plus qu'à faire ce changement de mail et je pourrais l'envoyer directement à Hugo et son garant, Moi, j'ai une question. bien sûr. C'est juste pour ma bonne compréhension. Donc, Cortex, c'est l'IA de Snowflake, un peu comme ChatGPT. C'est une IA.
Copilot, c'est l'IA de Microsoft. Enfin, sous Cortex, c'est une IA propriétaire Snowflake, c'est ça? Ou c'est un autre type Tu peux de choisir en d'IA? fait Ok, justement, enfin il va le montrer, je pense. En fait, derrière, comment ça va fonctionner, c'est que tu as différents modèles et au final, Snowflake va choisir le meilleur modèle parmi celui qui sera, on va dire, en fonction du contexte donné. C'est un peu exact. comme des outils comme Perplexity où tu dis, bah, au final, donne-moi le meilleur modèle, où tu peux en spécifier un, mais là, en fait, il va trouver le meilleur modèle associé. Voilà, donc Cortex peut utiliser d'accord. plusieurs IA, donc ça peut être Claude, Sonnet, OpenAI GPT, Llama, Mistral, et en fait il va choisir la meilleure solution. D'accord. Mais il n'y a pas d'IA à proprement parler développée par Snowflake, si je Alors, tu as comprends des bien. modèles, c'est euh, Arctic de mémoire qui permet que Snowflake a, on va dire. Euh, donc oui, tu as ça. Ok. Et donc là on peut voir que le mail est envoyé succès, et effectivement bah, j'ai reçu aujourd'hui le mail avec le résumé pour Monsieur Lambert. J'ai plus qu'à copier-coller, enfin prendre ton adresse mail et lui envoyer directement. Alors évidemment, il faut relire toujours, on ne sait jamais, parce que c'est l'IA. Mais c'est quand même très pratique. On a un email qui est structuré avec toutes les différentes étapes. Et donc là, voilà, on n'a plus qu'à copier-coller ce mail et lui envoyer directement donc, à Hugo et son garant. Alors, donc, j'aimerais quand même vous montrer cette partie-là, ou preview Snowflake Intelligence. Donc, évidemment, on ne va pas refaire tout ça, mais le principe est complètement le même. On peut voir les différentes sources. Ils vont rechercher les données, l'assistant qui est utilisé. Donc, et donc, encore une fois, on peut demander le principe est le même, hein. Ça va être quel est le profil financier de mes locataires. C'est juste une interface qui est plus sympa, plus lisible. Donc, voilà. Donc, il va faire le même travail que je vous ai montré tout à l'heure dans cette partie-là. Je vois qu'on se partage des bouts de code dans le chat. Ouais, c'était juste pour répondre à C'est intéressant. Donc voilà, justement. donc, il me refait un résumé de mon parc locatif. Donc voilà, ce que est très important à vous montrer. Et ce qu'il faut vous montrer aussi, c'est qu'on peut monitorer toute cette partie-là euh, ici. Donc on va pouvoir donc voir qui a utilisé les différentes questions qui ont été posées. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Ouais, parce que l'objectif, ça va être quand même de pouvoir gouverner tout ça, de savoir au final comment ça fonctionne et de, j'ai envie de dire, avoir un maximum d'input aussi en termes de d'actions qui sont faites ou de comment ça fonctionne. Ah ouais. Alors ce qu'il faut quand même, enfin, je vais faire aussi un petit rappel, c'est que vraiment les données ne sortent pas de Snowflake. Les LLM tournent vraiment dans l'infrastructure Snowflake, donc toutes les règles vont être appliquées, tout ce qui va être aussi les rôles security et les colonnes security level. Donc en fonction des différents rôles qu'on a attribués et différents rôles qu'on a autorisés aussi à l'agent et à la personne qui l'utilise. Ça c'est quand même important de le souligner. Et évidemment, on peut tracer donc chaque requête, savoir qui a utilisé. Ça, je vous montrerai avec deux petites requêtes pour vous montrer qu'on peut tracer et savoir qui a utilisé et combien de tokens on a utilisé. Donc, si on reprend notre agent, on peut voir que dans la question 1, donc, qui était la partie donc descriptif de notre parc locatif, on peut voir qu'il a utilisé vraiment un seul agent, donc la partie Cortex Analyst, principalement. Après, il a généré ses réponses. Là aussi. Euh, et donc voilà. Donc sur la troisième question de notre scénario qui était, c'était par rapport à Hugo, savoir s'il y avait eu des relances ou s'il y avait eu des problèmes. Et vous vous souvenez, il nous a parlé qu'il avait reçu donc une relance d'impayé. Et du coup, c'est vraiment cette partie-là qui allait chercher dans Cortex Search. Donc on peut voir qu'il y a vraiment, il utilise les deux différents cortex de façon différente et de façon spécifique comme on lui a demandé. Ça, c'est important. On peut voir ce qu'il est allé chercher et comment il l'a récupéré.
Et là, ça remonte la requête SQL et on peut voir évidemment on peut voir les requêtes SQL qui proposent pour avoir cherché les différentes réponses, pour pouvoir répondre au mieux. Donc ça, c'est la partie. Donc là, il était la partie Custom Tool, qui était la partie email qu'on a ajoutée. Et donc on peut voir que l'agent utilise en fonction des besoins, comme on a structuré, comme on l'a demandé avec les différentes orchestrations et instructions, euh, qui va savoir automatiquement et de façon autonome savoir dans quel corps texte aller chercher les réponses et la bonne information pour être le plus précis possible. C'est pour ça que les instructions sont assez importantes. Donc voilà. Et Si sur je la voulais partie, vous il y a une question, c'est Oui, sur la partie évaluation, donc la partie feedback au final. Donc en effet, pour chaque question qui est faite, on a un petit levier pour dire on peut évaluer la pertinence en tout cas de la réponse qui est faite. Et après, on peut le voir justement dans ce type, on va dire, d'interface. Là, on l'a pas mis en place, mais en effet, tu as du user feedback que tu peux rajouter qui va te permettre d'évaluer ensuite. Et après, derrière, on peut, comme tout est stocké dans différents types de tables, après, on peut l'interroger pour le faire. exactement. Par exemple, dans la partie usage, c'était pour montrer deux, trois questions. On peut voir par exemple donc, le détail du jour qui a utilisé aujourd'hui donc notre agent. On peut voir, bon, évidemment, il n'y a que moi aujourd'hui, avec le nombre de requêtes et le nombre de crédits. Là, on peut voir aussi par exemple pour le nombre de questions posées, le username, l'agent, le nombre de crédits, le nombre de tokens que ça a coûté. Voilà. Donc en fait, on peut quand même tout orchestrer, tout organiser, tout. Alors, j'aime pas ce mot, mais on peut dire contrôler. On peut vraiment voir et analyser si ça a été pertinent, qui l'utilise. Et après, évidemment, ça peut nous permettre de voir aussi les différentes questions qui ont été posées à l'agent pour pouvoir enrichir notre modèle, pour pouvoir augmenter donc, le nombre de verified queries pour que le modèle soit de plus en plus juste et de plus en plus rapide. Donc voilà Super, pour moi. merci. Moi, j'avais une question, enfin une question, c'est peut-être aussi pour clarifier pour l'audience. Donc là, on est d'accord que tu étais dans une interface plus de création de l'agent, et l'autre interface que tu nous as montré après, c'est plus pour l'utilisateur final, c'est ça? Exactement. Qui est Là, un ça va petit être peu plus plus. sympa. Ok. Voilà, c'est plus Et lisible et du coup là en plus il va nous proposer des questions si jamais on n'a pas forcément pensé, donc il peut nous aider à construire un cheminement. ok. Et ça, c'est accessible. Bon, bien sûr, faut, j'imagine, avoir un accès à Snowflake Tout à pour fait. pouvoir accéder à cette Et interface-là. Ok. c'est ça. Et une fois qu'on est notre agent, on a la partie preview et une Snowflake Intelligence qui va ouvrir cette interface-là. Ok. Et après, bon, moi, c'est une question plus par rapport aux outils IA entre aussi les différents éditeurs. Donc, si on imagine un client ou une organisation qui utilise Snowflake et Tableau, euh, voilà, ça va être quoi la différence, par exemple, avec un Tableau Agent qui est l'agent IA de Tableau, avec l'agent Cortex de Snowflake? Donc, c'est quoi les différences? Peut-être entre peut-être type d'usage ou type d'utilisateur? Est-ce que Ouais, ça fait c'est au la même final où chose est-ce que... Alors, ou pas? en effet, chaque éditeur commence enfin sa propre solution au final. euh, et ce sera où se situe l'information et comment est-ce qu'on y accède. Par exemple, dans Tableau, bah, au final, tu es limité à ce qu'il y a dans Tableau en termes justement de données que tu peux interroger. Dès que tu as des contextes qui sont un petit peu différents, comme là, on a toute la donnée dans Snowflake, bah là, en effet, ça peut être intéressant de se servir de ce type d'outil, puisqu'au final, tout est directement dans Snowflake. Donc, ça va dépendre de comment, au final, tu as donné l'accès à ce type d'information pour que les utilisateurs puissent y accéder. Là, on va démarrer un projet justement où ce sera via des appels API, où on va requêter l'agent et l'intégrer dans une interface web pour Qui sera directement que ce soit intégré à une interface produit au final.
quand on dit une interface web, c'est-à-dire vraiment en dehors de En Snowflake, dehors de Snowflake, ouais, une, exactement. ok, une interface à part entière pour un utilisateur final. Ok. Exactement. Ça Et fait. est-ce qu'on peut aussi, si on n'est pas très fort, je sais pas, techniquement, de quand même créer des sortes de tables avec Cortex ou de faire un travail que peut-être un analyste ferait, ça peut intervenir aussi là-dessus ou pas vraiment, c'est plus en mode question-réponse. Non, non, bah, tu regardes au final, ça te permet de faire des tables, ça te permet de faire des graphiques, ça Ouais. te permet derrière d'avoir des résumés, derrière ça te permet de faire tout un tas d'actions, mais surtout ce qui est intéressant, c'est toute la logique qu'il peut y avoir derrière en termes également de suggestions. C'est pas juste un simple, j'ai envie de dire, euh, texte ou SQL classique, on va dire ça comme ça. Mhm. Ça permet aussi d'aller plus loin. Typiquement dans ce que Louis il a présenté ou il a fait, ça disait attention, voilà, elle a seulement quelques revenus, donc derrière, Ouais, il y a des choses à faire. Donc ça permet d'aller plus loin, c'est ça ce qu'on appelle un agent au final. C'est un petit peu la différence, c'est quelles sont les actions que l'on va faire, c'est quels sont les différents conseils que l'on peut avoir pour nous aider à gagner du temps et donc analyser la donnée. On a aussi d'autres petites questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, Antoine qui demande est-ce que l'intégration dans 365 copilotes est possible? Est-ce qu'un 365 copilote peut accéder à l'agence No? Ça, c'est une bonne question. Vérifie. Faudrait que je vérifie ce point-là en termes de connecteurs. Bah, je prends le point et je vérifie après. Ok. Et Ophélie, c'est pas vraiment une question, je pense que c'est plus enfin, une remarque ou peut-être confirmer que, en tout cas, la sémantique view ressemble fortement à ce qu'on peut faire dans les sources de données Tableau Oui, oui, lorsqu'on c'est fait ça. intervenir les C'est relations sur exactement ça. Cortex Oui, aussi. c'est ça, ouais. Ok. C'est exactement ça. Et ça va être et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est Louis qui pouvait télécharger le TDS qui était lié à la source. Donc tu l'ouvres avec Tableau. Au final, ça te fait, j'ai envie de dire, Ouais, bah, les modèles. la connexion au final de ce que tu avais côté Tableau. Sans avoir les liens qui sont présents, que tu devrais refaire côté tableau. Donc c'est exactement ça. Ok, très clair. Du coup, Louis, on est Ouais. arrivé Au au bout, bout de ouais, la c'est démo, ça. c'est ça? Ouais, Ouais. ok. Et après, ce que je voudrais peut-être rajouter, ce qui est important aussi pour moi, enfin, comme je suis un utilisateur de Snowflake et donc plutôt côté data ingénieur, c'est quand même la semantic view, c'est quand même euh, de pouvoir voir ces différentes dimensions, de pouvoir les éditer. C'est vraiment quelque chose que je vois en collaboration avec les métiers qui vont pouvoir nous aider, nous aiguiller pour pouvoir être le plus juste possible dans la description des données, dans les synonymes utilisés ou dans les sample values pour pouvoir derrière, quand on va donc avoir notre modèle donc sur Tableau par exemple ou sur oui, sur Tableau parce que c'est natif, on aura directement des champs nommés, la requête sera plus simple et le besoin sera beaucoup plus clair parce qu'on aura vraiment le co-construit en fait ce modèle sémantique pour pouvoir répondre au mieux aux besoins derrière des utilisateurs. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc, je vois vraiment ça comme ça peut être un partenariat en fait entre ces deux métiers. Ouais, non, mais c'est intéressant du coup d'avoir ton point de vue en tant que, ouais, d'avoir ton point de vue en tant que data eng, on va dire, qui intervient sur Snowflake et de voir comment tu peux l'utiliser aussi à ce niveau-là. Donc on va revenir à la présentation. Donc, la partie conseil, et je repasse la main à Alexandre. Ouais, c'est ce qu'on a vu lors de la démonstration. Ce qui va être important, c'est d'avoir des noms métiers, que ce soit dans cette semantic view, pour que derrière, bah, l'agent au final puisse s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut bien ne pas négliger forcément ce travail pour avoir les bonnes réponses, comme ajouter des descriptions, que ce soit aux tables ou aux colonnes. Et derrière, en effet, il faut que le modèle sémantique soit bien documenté pour que ça puisse être pertinent. Le deuxième élément, ça va être configurer l'agent, c'est de commencer simple. N'essayez pas de mettre tout de suite X outils derrière. C'est ce qu'on fait vis-à-vis d'autres clients. Bah, on le fait d'abord un outil, on regarde ce que ça donne et la pertinence, on l'évalue et après on en rajoute un autre, etc., etc. Et derrière, il faut définir, et ça revient un petit peu à la partie ce que évoquait notamment Antoine. Et en effet, on définit un périmètre clair pour un agent donné.
que derrière, on sache bien au final comment s'en servir. Et derrière, c'est de tester avec des questions forcément types. Ce qu'on demande, c'est quelles sont les questions et quelles sont les réponses ou des exemples de réponses que l'on devrait avoir pour valider qu'au final, l'agent est bien pertinent et réponde bien aux données que l'on souhaite. Donc, on a des mécanismes comme ce qu'on a vu avec la partie Verified Query qui nous permettent donc de pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments. Mais voilà, c'est important en tout cas de pouvoir le piloter, le suivre. Et derrière, il y a une phase d'adoption qui est importante aussi. C'est les utilisateurs, il ne faut pas juste les laisser tels quels, j'ai envie de dire, sans forcément peut-être les accompagner ou mettre en place des sortes d'aides, des questions de départ, j'ai envie de dire, pour les aider, les aiguiller dans ce qu'ils peuvent faire. Et il y a la partie aussi du feedback qui est important pour évaluer, encore une fois, c'est la pertinence de ce que l'on a en termes de réponse. Et sur la partie de la sécurité, c'est dans l'agent ou dans les rôles que l'on utilise, en tout cas, c'est mettre en place le minimum à chaque fois pour que derrière, on soit sûr de, j'ai envie de dire, des données qui peuvent être exposées ou de comment cela va se passer et ne pas faire, on va dire, une sorte de brèche où, pour une raison X ou Y, on accède à des données sur lesquelles on n'aurait pas forcément le droit. Eh Est-ce ben, que tu top, merci pour ces Alors, conseils. justement, il y a aussi la partie, je voulais faire un petit focus sur Cortex Code. Ah, sur Coco. Coco, Ah, exactement, voilà. parce que derrière, Coco, c'est quelque chose qui... Vas-y. c'est le petit nom qu'Antoine a donné à Non, ça. Je me ouais, demandais ce que c'était, Coco, mais ok, donc Cortex Code. ouais, exactement. Donc, il est en General Availability, donc depuis le 9 mars. À partir du 1er avril, ça va être la facturation qui va être utilisée en tout cas par rapport à cet assistant, cet outil. Donc c'est quoi Cortex Code? C'est tout simplement l'assistant de codage que met à disposition justement Snowflake et ça aide énormément. C'est vraiment un gain de temps qui est assez monstrueux pour exécuter un certain nombre de tâches comme notamment des tâches qui peut être de la génération de code, de pipeline, de l'optimisation, de la correction de ce qu'on peut avoir côté SQL. Derrière, ça permet de, j'ai envie de dire, comprendre aussi du code ou même des fonctionnalités. C'est directement branché sur l'environnement Snowflake, c'est-à-dire qu'en même temps, ça connaît votre contexte. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, 90% de la démonstration qu'a réalisé Louis a été fait via ce type d'assistant. C'est-à-dire que derrière, ça génère à partir d'instructions qui sont mises à disposition. Ça permet de générer de la donnée, ça permet derrière de générer du code, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment, à mon sens, un outil qui va vraiment nous permettre d'être beaucoup plus efficace, en tout cas dans justement le développement de produits par rapport à nos clients. Bien évidemment, il faut toujours qu'il y ait, j'ai envie de dire, un contrôle de ce qui est fait. C'est derrière notre travail aussi. C'est là où on apporte aussi de la valeur là-dessus. Mais voilà, donc c'était juste pour dire qu'il y avait ce type d'outils qui était mis à disposition et qui allait vraiment être des accélérateurs dans ce que l'on fait, avec bien évidemment toujours un contrôle de ce que l'on de ce qui est fait. Et oui, Ophélie, tu as raison, il y a aussi des hallucinations qui sont faites. C'est pour ça qu'il faut challenger, qu'il faut derrière avoir une connaissance. Et c'est pas parce qu'on a ce type d'outils, comme ce qu'on peut voir de temps en temps, qu'on aura des solutions miracles et que ça va coder j'ai envie de dire, l'ensemble de différents éléments de façon automatique. Il faut qu'on ait, comme à mon sens, une expertise dessus, sur ce qui est fait pour comprendre aussi, et pas que ce soit une boîte noire et qu'on mette à disposition, j'ai envie de dire, du code qui ne soit pas forcément respecte nos standards ou qui soit sécure. Effectivement. Ouais, bah oui, ça a l'air très puissant en tout cas, ce Cortex Code. Merci pour ces précisions et les conseils. Je pense qu'on arrive au bout de notre... Ah non, il y a encore de la Non, monitoring et gouvernance. je sais pas si on a le On a temps le d'en temps? parler aussi de cet Il nous Arnaldo. Je reste, pense On en a parlé qu'on un peu. On en a il nous parlé on reste t'en a 6 parlé. minutes. Ouais, on en a parlé aussi. C'est aussi un certain nombre d'éléments sur la partie monitoring, mais on en a déjà parlé, donc on l'avait mis un petit Ok. peu là au cas où. Je suis pas certain qu'on ait forcément Qu'il y ait besoin de besoin. revenir dessus. Ok. Non. Après, il y a la partie aussi quand même des éléments qui sont importants. C'est quand même des sortes un peu
de garde-fous, on va dire, pour limiter aussi peut-être les types de questions qui peuvent être posées par rapport à des sujets qui peuvent être sensibles. Donc voilà, donc il y a ces éléments-là en tout cas qui sur la violence, sur des choses comme ça, pour éviter peut-être de poser ce type de questions Mhm. depuis l'agent. Ok. Super. Eh ben, écoutez, merci à tous. On avait même un invité surprise avec Radoslav, qui est un de nos experts Snowflake, qui répondait aussi à certaines questions dans le chat. Merci Radoslav. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ce live intéressant. Ça vous permet d'y voir plus clair sur le potentiel que Cortex peut apporter dans Snowflake. Comme dit, il y aura un replay, donc n'hésitez pas à le repartager à des personnes qui pourraient être intéressées voilà, de savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec Cortex. Merci à tous, merci messieurs.